Super. Alors, donc moi ce que je vous proposais, c'était un petit peu d'aborder avec vos questions, déjà pour être sûr de bien répondre un peu à vos attentes, hein, même si je ne vais pas forcément répondre à tout, mais c'est un échange. Et puis voilà, parce que c'est interactif. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer. Donc on est bien sur Mars et Vénus, donc sujet complexe évidemment. Sinon, tout le monde serait en couple, tout le monde serait heureux et ça durerait jusqu'à la fin de la vie. Mais ce qu'on constate aujourd'hui dans la société, c'est que c'est quand même compliqué. Ça paraît simple, mais 1 + 1, eh ben, c'est pas évident. Donc, moi, du coup, pour ceux qui m'ont jamais vu, donc, je suis psychologue, je suis installée en libéral et je suis aussi thérapeute de couple. Et on travaille avec un modèle qui s'appelle 1 + 1 = 3. Alors, mathématiquement, c'est pas correct. Mais en fait, quand on fait de la thérapie de couple, alors dans les années 70, on parlait beaucoup de concessions. En gros, c'est un petit peu, on voyait l'homme et la femme, et puis il fallait qu'on fasse les listes de ce qu'on n'aimait pas chez l'autre et ce qu'il fallait qu'il change. Et puis, il fallait que l'autre il fasse des concessions pour qu'on s'entende bien. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette optique-là, parce que si on rogne une partie de soi, à moyen terme, à long terme, ça ne tient pas en fait. À court terme, peut-être, on peut faire des efforts, des concessions, mais après... on prend sur soi, on n'est pas naturel, on n'est pas soi, et puis à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Donc aujourd'hui, on est plus dans le 1 + 1. Alors ce qu'on entend par 1, c'est le package en fait de ce qu'on est. Donc on est un homme, une femme, et puis on a un système de valeurs, on a une éducation, on a un caractère, on a des qualités, des défauts. Et l'idée, c'est qu'on arrive avec ce 1. Et on va choisir le 1 de l'autre, parce que normalement, le 1 de l'autre, il nous apporte une plus-value. Parce que sinon, on se met en cohabitation, mais on n'a pas envie forcément de former un couple, ou de faire des enfants, ou de construire des choses ensemble. Donc dans le 1 de l'autre, il y a quelque chose qui m'apporte, qui me nourrit, et quelque chose qui me plaît. Et l'idée, c'est que le 1 de la femme et le 1 de l'homme, déjà, ils ne se rognent pas, ils ne deviennent pas du 0,5 ou du 0,8 pour bien être avec l'autre, mais qu'en plus, ils se fassent de la plus-value l'un l'autre. Donc on va respecter celui qu'on est, dans un accueil inconditionnel, de ses défauts, ses qualités, ses envies, ses valeurs. On respecte ce que l'on est, on respecte le 1 de l'autre, et on va rajouter de la plus-value dans le couple. C'est-à-dire qu'en fait, on va, comme si vous preniez soin de votre jardin, en fait, on va cultiver, on va semer des choses, on va en prendre soin. Donc c'est là où ça devient 3. C'est-à-dire que, en fait, ce concept, c'est-à-dire que le 1, il devient 1,5 dans le couple. Et chacun prend 0,5, gagne 0,5 à être dans le couple. Et là, ça fait qu'on a de la plus-value. Alors ça pourrait être 1 + 1 = 3 quand on crée un enfant. Mais là, dans l'idée, c'est vraiment, on va apprendre à s'écouter, à se connecter sur comment est l'autre, quels sont ses besoins. Si par exemple, le besoin, c'est, je sais pas, je suis quelqu'un de très indépendant et j'ai besoin de faire mes soirées avec mes copines régulièrement. Bon, si l'autre, il ne comprend pas ce besoin-là, ou qu'il le prend pour lui, ou qu'il dit « mais tu m'aimes pas assez parce que si tu m'aimais plus, tu aurais envie d'être avec moi tous les soirs », eh ben on part déjà sur quelque chose qui ne va pas coller, avec des frustrations, avec des... voilà, ça va être des choses comme ça en fait, le 1 + 1 = 3. Si tu comprends que moi j'ai besoin de ça, je serai d'autant mieux avec toi que tu me laisses vivre, assouvir mes besoins d'avoir mes soirées entre copines, et du coup je serai encore plus dispo avec toi. Et là on fait de la plus-value. Donc voilà un peu pour résumer le concept thérapie de couple. Il y a un bouquin d'ailleurs qui s'appelle « Oser la vie à deux ». C'est Frédéric Fanger, qui est un psychiatre de Lyon, qui l'a écrit. Il a aussi beaucoup écrit sur l'affirmation de soi, l'estime de soi. Et donc il voulait l'appeler 1 + 1 = 3, mais Odile Jacob n'a pas voulu, donc il a été obligé de l'appeler « Oser la vie à deux ». Et là il reprend pas mal de concepts justement pour apprendre à s'entendre dans les besoins et à faire de la plus-value. Donc ça je pourrais vous expliquer un petit peu. Bon, des questions avec tout ça? Non. Comment encourager son compagnon ou sa compagne à confier son ressenti? Bon, c'est une bonne première question, ça. Alors, vous avez certainement vos idées. Pas tous en même temps, hein. On peut avoir confiance dans l'autre. Tout à fait. Sans confiance, on ne peut pas le faire. Et la confiance, c'est vraiment intéressant parce que la confiance, je reprends à nouveau ce que je disais, c'est à l'acceptation inconditionnelle. Si je me sens accueillie, si je me sens acceptée dans celui ou dans celle que je suis, eh ben, je vais pouvoir confier mon ressenti. Si effectivement il y a
j'allais utiliser le mot de trahison, c'est un peu fort, mais si quand je confie quelque chose de personnel, c'est réutilisé contre moi à certains moments de querelle ou de conflit, et bien évidemment que les fois d'après, je ne vais plus confier mon ressenti. Hein. Chat échaudé craint l'eau froide. Donc comment encourager son compagnon ou sa compagne à confier son ressenti? Des temps d'écoute aussi. Oui. Sans l'écoute, on ne peut pas s'exprimer. Et puis ouvert, de l'autre. faut être ouvert aussi, je pense. Oui, tout à fait. Ça c'est excellent, ça. Tout à fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage vicariant. Alors oui, c'est un terme qui est... Et en fait, c'est tout con, c'est-à-dire fais comme je fais. Parce que souvent, on dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et on ne le fait pas. Donc là, c'est de montrer, donc effectivement, si moi je fais, ou si moi je te confie mes sentiments, eh ben, je te montre qu'en fait, c'est possible de le faire, et je te montre comment le faire. Et ça, c'est super, ce type d'apprentissage, en fait, dans le couple, ou même avec les enfants, ou... je sais pas, vous pouvez montrer comment on fait la vaisselle. Donc c'est pas faut que tu fasses la vaisselle, c'est tiens, fais avec moi. Donc chacun prend un bac et puis et ce type d'apprentissage effectivement en termes de communication est très puissant. Ok, il y a d'autres choses vous pensez pour encourager sa compagne, son compagnon à confier son ressenti, ses sentiments? Souvent les hommes sont plus pudiques, mais ça c'est comme le formatage de la société. C'est-à-dire qu'en fait, on nous apprend dans une société qu'un garçon, ça pleure pas, ça doit être fort, ça ne doit pas montrer ses sentiments sinon il est faible, c'est une femmelette. Donc souvent, les femmes se plaignent que les hommes, ils ne parlent pas, ils ne disent pas quand il n'est pas bien. Mais il y a aussi quand même un formatage ou des attentes de la société. Et voilà, si l'homme il se met à pleurer comme ça, et lui il se dit bah, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Donc une femme, c'est admis que ça pleure. Mais une femme, c'est pas admis que ça se mette en colère, par exemple. Donc confier son ressenti, si on est une femme qu'on est en colère, bah, on devient une hystérique. Il y a aussi le fait de donner du temps aussi, de genre type débriefing de ce qu'on fait en commun et du ressenti de ce qu'on a fait en commun. Tu parlais de valeur de plus-value, c'est important de faire du débriefing là-dessus pour aller plus loin. Ouais. Et alors du débriefing en positif ou en négatif? Il y a les deux. Parce qu'on peut avoir des ressentis négatifs sur une action commune. Et le débriefing, alors en négatif, alors là du coup c'est délicat, mais effectivement c'est essentiel, mais de bien prendre sa part en disant voilà, moi j'ai été par exemple, j'ai été vexée quand tu as dit ça, mais c'est moi qui le vis comme ça. Parce que là, c'est compliqué. Dans le couple, souvent, c'est mal compris en disant « oui, tu me culpabilises », et alors qu'on parle de son ressenti. Donc c'est important, effectivement, de le dire, mais là, avec des techniques particulières, surtout pas pour blesser l'autre. Et le renforcement positif, c'est super puissant dans le couple. Et ça encore, c'est des choses qu'on n'apprend pas. Mais on peut le faire aussi au travail, dans l'absolu. Mais c'est des choses qu'on n'apprend pas à faire. À se faire un compliment, à débriefer en positif. Voilà, tu m'as préparé une quiche, je trouvais ça génial, j'ai adoré, tu as pris le temps de la faire, tu l'as faite pour moi parce que tu savais que je rentrais tard, ça m'a vraiment fait très plaisir. Voilà, de merci. Merci d'avoir mis la table, merci d'avoir fait la vaisselle. Merci. Voilà, ouais. Dire merci. Alors moi, je formulais, parce que ça, c'est les techniques de communication. Dire merci, mais il faut l'argumenter, c'est encore plus puissant. Mais effectivement, le principe, c'est ça. Mais ça m'a fait plaisir, c'est ce qu'on appelle de la révélation sur soi. On parle de ses émotions. J'ai été heureux ou ça m'a fait plaisir que tu mettes la table. Alors avec les enfants aussi, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on parle de soi, de son émotion. Et du coup, ça, en termes de communication, ça ouvre des portes, c'est fort. Parce que juste merci, moi je dis souvent en rigolant, c'est pas merci à la caissière, quoi. Enfin, c'est de l'éducation, c'est du politiquement correct. Mais là, c'est, je veux dire, je sais pas, merci d'avoir mis le bijou que je t'ai offert. J'ai remarqué que tu avais pris soin de le mettre parce qu'on sortait ensemble ce soir. Ça me fait très plaisir que tu y aies pensé. De plus argumenter. Mais ça, c'est des choses qui s'apprennent, c'est des techniques. Mais il faut être sur du vrai. Quand je vous parle de technique, je ne vous dis pas que c'est pour faire de la stratégie ou c'est pour faire du mensonge. Si, je ne sais pas, vous trouvez que votre compagnon il a mis un pantalon qui est affreux ou qui mériterait d'être jeté, j'en sais rien, on ne va pas lui dire « Ah, mais t'es bien habillé ce soir ». Mais non. Par contre, s'il a mis une jolie paire de pompes, on va lui dire « Ah, j'adore tes chaussures, t'as bien fait de les mettre ». Il y a toujours des choses à renforcer, mais toujours rester vrai. Enfin, évidemment, ça paraît logique, mais
Parce que parfois, on veut faire des compliments en disant « bon, je vais être gentil et si c'est pas vrai, ça fonctionnera pas » et ça se sent. Pas trop renforcer dans le négatif. Et alors, le négatif, je vous prends un exemple parce que j'ai une copine qui me racontait que bon, ils ont beaucoup de conflits, mais sur des choses du quotidien, comme beaucoup de couples avec son mari. Et elle me dit oui, mais tu comprends, quand il part au travail, il éteint pas le chauffage de la salle de bain, donc ça chauffe toute la journée. Et ben moi, le soir, je vois ça, ben j'engueule. T'as encore oublié des radiateurs. Alors, bah, du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se braque parce qu'en fait, il a que des reproches. Donc, il se ferme comme une huître. Et puis, bah, du coup, ils n'arrivent plus à communiquer, quoi. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais tu sais, tu pourrais peut-être renforcer les moments où il pense à l'éteindre. Bon, c'est super, j'ai vu ce matin, tu avais éteint le radiateur. Et ne pas parler des moments où il a oublié. De renforcer le positif, parce que ça fonctionne. En fait, on sait maintenant, Jean-Luc, je ne sais pas si tu as vu, que le cerveau, il imprime les messages positifs. Le message négatif, le cerveau est obligé de se le représenter, de se représenter la chose pour traiter la donnée. C'est comme dans l'éducation, en fait, on renforce beaucoup en négatif. Oui, tu n'aurais pas dû écrire ça dans ta dissertation. Ou, quand on est dans le négatif, bah, du coup, on est obligé de se dire « Ah bon, qu'est-ce que j'ai mis dans ma dissertation ?» Et du coup, on y pense. Alors que de renforcer du positif, c'est beaucoup plus logique, c'est plus fluide. Et ça imprime. De dire, c'est super, ce matin, j'ai vu que tu avais pensé à éteindre le radiateur, vraiment, je te remercie, c'est chouette comme ça, et, ben, la facture, ça va s'en ressentir, enfin, ça m'a fait plaisir que tu y aies pensé. Et ben, en face, on se dit, waouh, c'est chouette, elle a noté. Alors que si, à chaque fois, oui, t'as encore oublié, hein, ça fait 10 000 fois que je te le dis, et ben là, c'est pas très... Voilà, on n'a plus envie après de faire d'efforts, en fait. Et à la rigueur, presque, on va faire exprès de ne pas l'éteindre, parce que, bah, de toute façon, je me fais engueuler, alors... Il y a aussi une façon de faire des procédures. Oui. Ah, mais dis donc. Tu persistes. Oui. C'est comme disaient les Romains, castigat ridendo mores. On corrige les mœurs en riant. On corrige tout en... Enfin, effectivement, la correction est faite, parce que mais elle est faite gentiment. Voilà. Et toujours le 1 plus 1 égale 3, on respecte l'autre. Si je communique en respectant l'autre, en respectant j'allais dire sa susceptibilité, eh ben, on a gagné quelque chose. Parce que si on n'est pas respectueux de son estime de soi, la façon dont on le dit, eh ben, c'est sûr qu'on ne se sent pas respecté, on n'a plus envie de faire d'efforts. Hein. Enfin, tout ça, c'est de la logique, ce que je vous dis. Mais... Bon, donc, première question, c'est bon? C'est chouette. La compréhension de langage, quelle est la solution? La compréhension de langage de l'homme, qui est souvent mal compris par la femme. Alors ça, à mon avis, c'est un homme qui a écrit. Incompréhension de l'un et de l'autre, avec l'un et l'autre. Alors, vous avez compris? La communication par rapport au langage, par rapport au vocabulaire utilisé, je sais pas, les formules, des choses comme ça, non? Vous pouvez répéter la question? Alors, si la personne qui l'écrit veut parler, ok, mais sinon, voilà, comme vous voulez, hein. Je n'oblige pas, ça peut rester anonyme. Vous pouvez préciser? On a beau employer les mêmes mots, mais on ne les comprend pas de la même manière. Et donc, ça peut engendrer du conflit. Une interprétation. Une incompréhension. Voilà. Tout à fait. Alors ça, c'est vrai entre les hommes et les femmes, et c'est vrai dans l'absolu. Et la solution, il n'y a pas de solution puisque... Alors, ben c'est une excellente question, parce que l'idée, ça va être vraiment de reformuler. Je reviens toujours avec mon 1 plus 1 égale 3. Moi, ce que je fais beaucoup, parce qu'effectivement, quand j'ai des couples, souvent, je me rends compte qu'ils parlent de la même chose, mais pas avec les mêmes mots. Et du coup, ils partent dans des conflits où moi, je suis là, mais ils disent la même chose. Donc, quand on fait de la thérapie, donc moi, c'est pratique parce que je suis à l'extérieur, moi, je fais reformuler. Et ça peut être, mais qu'est-ce que vous venez de dire? Et ensuite, à l'autre, qu'est-ce que vous avez compris que votre femme a dit? Qu'est-ce que vous avez compris que votre mari a dit? Et la personne dit, oui, oui, mais je sais, elle a dit... Alors je dis, non, moi, c'est pas ce que j'ai entendu. Donc la femme, elle me regarde, fait... Alors du coup, je dis à la femme, ce que vous voulez bien répéter, reformuler. Et je fais ça jusqu'à temps qu'il ait compris ce qu'elle voulait dire ou ce
il voulait dire. Et ça, c'est puissant aussi. Mais ça peut être 4, 5, voire plus de reformulations. Parce qu'en fonction de notre histoire, de notre vécu, de nos traumas, de nos valeurs éducatives, et ben effectivement, on n'a pas le même vocabulaire, on n'a pas la même façon de percevoir les choses. Donc parfois, il y a... Dans la vie quotidienne, on ne reformule jamais 4 ou 5 fois d'affilée. C'est ça, enfin, moi je vois des couples qui en arrivent au point où ils n'arrivent pas à solutionner leur problème tout seuls, hein, parce que ça va être des petites choses comme ça, mais répéter, ça crée des conflits qui perdurent, et ça crée qu'après on n'a plus envie d'investir la communication, et puis on reste coincé sur des trucs où de toute façon elle le prendra mal, ou voilà, et ça c'est quand même un peu dommage, parce que parfois, c'est vraiment des petites choses, mais c'est vrai que répéter ou des petites choses qui sont enquistées, et ben, ça fait qu'après, on ne se comprend plus du tout. Donc, n'hésitez pas, effectivement, par rapport à ça, mieux se comprendre, de reformuler. Peut-être qu'il faut laisser un petit temps, quand il y a un conflit comme ça, laisser un petit temps que les choses se décantent, et puis réfléchir, chacun dans son coin, si possible. Au problème, et puis éventuellement le lendemain ou plusieurs jours après, essayer de reformuler ce qu'on a ressenti, ce qu'on a essayé de Exactement, ouais. Ça peut être bien aussi de ne pas le faire à chaud. Ouais. Et puis il faut choisir son vocabulaire aussi pour qu'il n'y ait pas de connotation de jugement dans ce qu'on dit aussi. Il y a des petits mots de rien du tout qui donnent une impression de jugement, et la personne le prend comme ça, effectivement, quand on parle comme ça de façon fluide, voilà, on dit tel qu'on le pense, avec notre propre ressenti, et l'autre personne va retenir le petit mot qui fait qu'elle s'est sentie attaquée ou, voilà, ou coincée, quoi, et ça bloque. Tout à fait. C'est important aussi, cette notion de jugement, comme vous dites, c'est valable de l'autre. Ouais. Et si vous arrivez, alors ce qui est bien dans le couple, c'est qu'en général, on connaît quand même bien sa moitié, et on va repérer quand il y a l'expression, on repère le truc, on se dit, ah là, il y a eu un bug. La susceptibilité de l'autre aussi, on sait les voilà. sur lesquels Donc à ce moment-là, quand on voit dans le comportement, dans l'attitude, qu'apparemment il y a quelque chose qui est pas passé, eh ben, nous on peut dire « Ah, j'ai l'impression que tu as mal pris quelque chose que je viens de dire ». Donc nous, on peut aider à reformuler en disant « Là, j'ai l'impression que peut-être tu n'as pas compris ce que je voulais dire » ou « Est-ce que tu veux que je te redise ?» ou « Surtout, je voulais pas te vexer, si je t'ai vexé, tu me dis ». Donc vous voyez, ça peut être des précautions verbales aussi sur des sujets où il y a eu des moments chauds pour dégonfler un peu le truc. Et toujours prendre la responsabilité de ses émotions. Parce que dans le couple, il y a aussi beaucoup de... Voilà. D'employer aussi beaucoup le jeu, je pense, plutôt que le tu. Oui, excellent, tout à fait. Ouais. T'as vu comment t'es. Alors ça, c'est à bannir. Ouais. Bon, bah super. Donc, de la reformulation. Mais après, on commence à connaître un petit peu les schémas de l'un et de l'autre. Et ça peut être bien de les expliciter aussi. C'est-à-dire que si vous vous connaissez suffisamment, de se dire, bon, là, j'ai l'impression que j'active ton schéma d'abandon. Non, quand je te dis ça, je vais partir avec mes copines, tu me dis si c'est ça, on en parle. Donc le fait de verbaliser simplement aussi des choses intimes, en sachant que l'autre il va être respecté aussi, ça fluidifie. Donc ça peut être ça aussi. Pourquoi les hommes fuient-ils les relations stables? Ah, alors vous voyez, ça c'est une bonne question. Je suis très contente d'avoir cette question parce que aujourd'hui j'animais mon groupe de parole pour victimes et elles expliquaient qu'elles avaient beaucoup de mal à s'engager. En tout cas, quand il y avait une relation vraie, quelqu'un qui vraiment semblait les aimer, voulait s'installer avec elles, elles prenaient la poudre d'escampette, ça leur foutait une trouille monstre. Parce que par rapport à leur trauma, ce qu'elles avaient vécu, elles n'étaient pas habituées à ça. Enfin, pour elles, c'était super anxiogène de se projeter dans une relation stable, quelqu'un qui les aime vraiment, où il y avait un enjeu qui était énorme. Et du coup, il n'y avait que des nanas à mon groupe là. Hein. Donc j'étais très contente qu'on puisse parler de ça. Donc on dit toujours les hommes fuient les relations stables, mais non, là, moi j'avais que des nanas qui disaient, moi je... Dans ton groupe, c'est des femmes traumatisées quand même. Oui. Quand même un sous-groupe particulier. Mais peut-être que les hommes qui fuient les relations stables ont aussi des traumas. Parce que c'est pas normal, entre guillemets, de fuir les relations stables. L'hypothèse qu'on formule à l'heure actuelle, c'est quand même... Enfin, on peut penser que la perturbation endocrinienne, toutes les molécules qui interfèrent avec la mise en place du système nerveux, en particulier
la biochimie, toute la biologie de la sexualité pourrait quand même expliquer. Oui, je te vois venir. Oui, bah, moi je connais bien. Alors on parle maintenant de ça ou... Non, c'est un petit colici, ça vaut la peine de regarder. Ouais. Là, il y a en fait, on sait au niveau, enfin pour recadrer un petit peu ton intervention, on sait au niveau de la chimie maintenant que l'attachement est lié à, comment est-ce qu'on pourrait dire, l'attirance, toute l'alchimie sexuelle, qui comprend l'affectivité, l'attirance mutuelle, qui fait que un homme et une femme sont singulièrement attirés, et aussi l'acte sexuel réussi permettent l'attachement. Et il y a tout un tas dans notre société d'éléments qui sont venus perturber ça. Ça, c'est bien documenté. Je suis allé il n'y a pas très longtemps à l'Institut Pasteur, il y avait 2 jours sur le plan national de recherche de la perturbation endocrinienne. On a des modèles animaux. On oublie au début du XXe siècle et à la fin du XIXe, on écoutait beaucoup les modèles animaux. Il y a des expériences qu'on ne peut pas faire chez l'homme pour des raisons éthiques, qu'on fait chez l'animal, mais on a le même cerveau que les animaux. On voit bien que les perturbateurs endocriniens qui sont dans notre environnement interfèrent avec la mise en place d'un système de cerveau qui font que les hommes et les femmes s'attirent puissamment et restent stables longtemps. 90% des humains sont monogames, 10% seulement des animaux le sont. Une des particularités qui explique le succès de l'homme sur la Terre, c'est le fait de faire des couples stables qui permettent à l'homme de nourrir les petits et sa femme pendant toute la période où elle allait, elle est affaiblie encore par son accouchement. C'est le fait que l'homme reste attaché à la femme qui va ramener de la nourriture. Parce que quand l'homme devient père, la chimie de son cerveau change complètement, sa testostérone baisse, son agressivité baisse, son ocytocine augmente, il est content, il est heureux, il est moins agressif. Et toutes ces choses-là sont quand même, toute cette dentelle extrêmement fine qu'on commence à bien connaître, est très perturbée par toutes les molécules dans l'environnement. On y voit vraiment de plus en plus clair avec la chimie aujourd'hui. Toutes les hormones que les femmes prennent avec les pilules, qu'on retrouve dans l'alimentation. On se masculinise, nous, chimiquement, hormonalement. Les retardateurs de flamme bromée, les nonylphénols, enfin il y en a au moins 200. Donc il y a le fait que... Ouais. Il y a les modèles où les femmes, avec la libération de la femme, on travaille, on accède à des emplois dits masculins, etc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi tous les perturbateurs endocriniens, maintenant on y voit beaucoup plus clair, qui font que nous, on se masculinise. Et du coup, c'est vrai que, je dirais, dans ma génération ou les 30 ans, moi j'entends quand même pas mal de situations où on dit, bah oui, mais les femmes, elles se comportent comme des petits mecs, quoi. Elles sont là, elles sont machottes, elles enchaînent les mecs. Et du coup, moi, j'ai des copains, ils me disent, mais moi, j'en perds mon latin, quoi. Ils disent, je comprends plus rien aux femmes parce que, voilà, un coup d'un soir, ça leur va. Donc, il y a des choses qui changent aussi. Et a priori, il y a aussi une grosse part quand même de chimie qu'on subit et qu'on commence à y voir de plus en plus clair avec ça. Tout est lié. La réflexion, justement, de prendre des informations permet de pondérer ces accès de chimie. En fait. On est civilisé, entre guillemets, quoi. Oui, parce que là, vous parlez de ça, à mon avis, à avoir un effet correcteur. La psychopédagogie, comme on dit. L'évolution de l'homme. Cerveau reptilien, Simon. Enfin, en tout cas, par rapport à cette question, pourquoi les hommes fuient-ils les relations stables, je voulais recontextualiser que c'est pas que les hommes. Voilà. Et moi, je pense... Voilà, qu'il y a quand même, il y a quand même une question de trauma derrière. C'est-à-dire que si, pour moi, la relation stable, ça a valeur d'enjeu et que c'est dangereux, c'est qu'il y a quelque chose. Et du coup, il faut aller explorer. Ou alors, il y a des problématiques d'attachement. Enfin, on n'en a pas parlé, mais il y a des problématiques de circoncision qui empêchent l'attachement chimique. Voilà. En gros, très grossièrement. Toutes les mutilations, oui. Donc, et on se rend compte que... La pornographie qui donne une image de la vie relationnelle entre hommes et femmes qui a des effets catastrophiques. C'est bien documenté. Ségolène Royal a commandé un rapport qui montrait que
le visionnage de pornographie chez des sujets non matures, c'est-à-dire à moins de 25 ans, quoi, ça a le même effet qu'un trauma sexuel réel. Et en plus, les traumas, alors il y en a peut-être certains d'entre vous qui étaient là, les psychotraumas ont des marquages épigénétiques. Hein. On le voit maintenant, c'est-à-dire qu'on a des marqueurs. Si on nous fait une prise de sang et qu'on regarde au niveau génétique, ces traumas-là ont des marqueurs épigénétiques. C'est-à-dire qu'on est vraiment marqué dans notre patrimoine. Dans le fonctionnement de l'axe du stress Ouais. et de l'axe l'axe du stress, c'est un axe corticotrope et modifié. Ce sont des gens qui sont très stressables. Alors, enfin, moi j'en reviens... On sait comment ça marche. Ils ont plus de cortisol. Ouais. Il y a toute la chimie du trauma. Est-ce que ça peut rendre ces traumas héréditaires, du coup? Oui, tout à fait. Ça se transmet sur 3 générations. Ah ouais. Ouais. Alors c'est épigénétique et il faut savoir aussi qu'il y a la plasticité neuronale. C'est-à-dire qu'on est continuellement en modification. Donc on peut être dépositaire de trauma de notre mère, de notre grand-mère, mais on peut aussi améliorer son épigénétique. Si je viens au monde avec, je sais pas, un mauvais système immunitaire, si je fais du sport, si je mange sainement, je vais améliorer mon terrain. Donc l'épigénétique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut avoir des marqueurs, mais on peut l'améliorer. Et on peut finir sa vie en ayant, je sais pas, peut-être il n'y a plus de marqueurs. Mais en tout cas, tout est en modification. En pilotant sa vie, on pilote ses gènes. C'est ça qui est nouveau. C'est tellement nouveau que ça n'a pas encore diffusé dans le corps social. Par exemple, avoir de l'activité physique, c'est piloter ses gènes dans le bon sens. Donc il n'y a pas de fatalité. Ça, c'est vraiment important de le retenir. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez toujours la main quand même sur ce que vous décidez de faire dans la vie, ou si vous décidez de réparer vos traumas. Ouais. Ben, on était resté bloqué encore à une époque ancestrale en psychologie où on pensait que tout était défini par l'enfance. Donc je sais pas, papa était méchant, machin, je resterais traumatisée à vie. Ça, c'est complètement faux. Hein, aujourd'hui, il y a vraiment des techniques très efficaces où on se répare et soignez vos traumas parce que sinon, il y a des marqueurs épigénétiques que vous allez transmettre et le trauma retraumatise. Par exemple, vous avez du mal à vous engager dans une relation affective. Je ne sais pas, imaginons quelqu'un qui tombe amoureux de moi et moi, j'ai du mal à m'engager. Bon, du coup, moi, je vais prendre la poudre d'escampette. Lui, je vais le traumatiser. Il va se dire, décidément, toutes les femmes, de toute façon, dès qu'on tombe amoureux, elles se barrent. Donc moi, les femmes, maintenant, je me méfie et puis même peut-être, je vais leur faire payer. Donc en fait, un trauma va traumatiser dans la relation affective et là, on va se retraumatiser. Et on voit quand même pas mal de gens dans les relations affectives, les problématiques de couple, où on voit des gens, je sais pas, à 40-50 ans, ils ont eu 5 couples qui les ont traumatisés avant. Donc on arrive à créer un nouveau couple avec déjà tout un bagage de blessures relationnelles. Ça c'est dommage quand même. On n'arrive même plus à reconstruire des couples. Ouais. Alors qu'on pourrait se dire quand on est jeune, on ne sait pas ce qu'on veut. Après, on se dit on est plus mûr, on sait ce qu'on veut, ça va fonctionner. 50 ans, on n'arrive plus à reconstruire des couples. Mais est-ce que dans tout ça, il y a trois choses que je voudrais dire, ou des questions. Est-ce que justement les enfants qui ont connu leurs parents divorcés, qui se sont remariés, qui étaient plus heureux après, ça ne les influence pas dans leur propre vie de couple à construire après? Est-ce que le fait qu'on se vive maintenant dans une société où on se dit qu'il faut profiter du moment présent, il faut profiter, etc. Bon, tant pis, advienne que pourra derrière, mais chacun sa vie, et puis voilà, il faut le vivre au maximum parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Donc ça, c'est déjà 2 choses. Et puis la troisième aussi, j'ai entendu récemment une émission qui parlait, on dit beaucoup en ce moment, les intestins, notre deuxième cerveau, etc. Où ils expliquaient qu'en fait, dans les intestins, on a aussi des neurones. Alors là, je ne saurais pas expliquer mon chimique, mais enfin voilà, on a des neurones chimiques qui est en relation directe avec notre cerveau. Et ils ont expliqué effectivement par rapport à ce côté épigénétique, là vous disiez, qu'ils ont fait des expériences même sur l'humain où ils ont nettoyé toute la flore intestinale, etc. Ils ont modifié, ils ont réinjecté une flore intestinale d'une autre personne. Et en fait, ils ont vu un changement de personnalité chez ces gens-là. Donc c'est effectivement, vous disiez, il y a à la fois une partie génétique, je pense, mais une partie sociétale qui fait que les deux ensemble, plus le côté expérience propre, sa propre vie, sans même compter sans tenir compte des arriérés, sa propre vie, tout son ressenti, tout ça, c'est beaucoup de facteurs en fait qui sont pas faciles à gérer. Oui, c'est plurifactoriel de toute façon. Voilà. Le vivant est sur la Terre depuis 4 milliards d'années et vit en symbiose avec lui-même. Et l'homme a inventé ce qu'on appelle des xénobiotiques, c'est-à-dire des molécules étrangères aux vivants,
pour des raisons physico-chimiques, et qui se révèlent avoir des propriétés biologiques. Et c'est vraiment l'éléphant dans le magasin de porcelaine. C'est-à-dire que ça fout le bordel, la quoi. nourriture qu'on mange, le plus simple exemple, le plus classique, c'est les pesticides. Les pesticides, ils existent. Les pesticides synthétiques que nous avons ne sont pas prévus dans les systèmes de détoxification de nos organismes et interfèrent avec tout un tas de mécanismes. La maladie de Crohn, enfin, pour rebondir du coup sur... Et tout ça est bien décrit. Il y a un bon bouquin là que je vous recommande. Ça s'appelle Cerveaux en danger. Ça vient de sortir. C'est écrit par un épidémiologiste danois qui s'appelle Philippe Grandjean, qui est d'une sommité mondiale. Oui, Philippe Donc, Grandjean. une très bonne introduction à tout ça. Il y a un autre livre qui vient de sortir qui complète bien. C'est écrit par un cadre sup de l'industrie agroalimentaire. Ça s'appelle Vous êtes fou d'avaler ça. Ça se dit bien. Alors, et pour répondre à... Alors, il faut que je me souvienne parce que j'ai pas la mémoire d'un politicien. Donc, votre dernière question là sur... En fait, on a dans les intestins autant de neurones que le cerveau d'un animal de compagnie, d'un chat ou d'un chien. Donc, c'est énorme. Oui, c'est ça. Et moi, j'observe quand je fais des thérapies, notamment en EMDR, qu'effectivement, le concept de nettoyage, donc vous disiez nettoyer les intestins, moi je vais nettoyer les traumas, on va dire, mais la personne, elle est après de la façon qu'elle aurait été si elle n'avait pas vécu ces traumas. Comment dire? Si une personne, elle est dans la joie spontanément au démarrage, et qu'elle est obscurcie par des traumas, par des, je sais pas, un père qui l'a humiliée toute son enfance. Évidemment que la personne, elle va être d'une certaine façon, elle va être éteinte, elle va être grise, elle va se méfier, elle va être tout le temps dans la peur, qu'est-ce que cette personne va me dire? Et une fois qu'on a nettoyé les traumas, on retrouve l'état initial de joie en fait. Donc c'est vrai qu'on a l'impression de voir un changement de personnalité, c'est pas que la personnalité change, c'est qu'on va nettoyer ce qui était artificiellement là. Voilà, complètement. Et moi, souvent, les gens me disent « mais moi, je ne veux pas changer, enfin, moi, je veux rester moi-même », mais on ne change rien. On retire ce qui n'aurait pas dû être là ou ce que la personne a ajouté pour gérer ou pour faire face à ces difficultés-là. Ça a étouffé la vraie personnalité, en fait. Complètement, oui. Et d'ailleurs, j'avais une collègue à une supervision qui avait dit « le MDR, c'est mieux qu'un bon lifting ». Et c'est vrai que moi, je vois physiquement des gens qui changent, quoi. Qui, je sais pas, ils ont 10 ans, 20 ans de moins, quoi, c'est un truc de fou. Donc il y a vraiment, ça se voit aussi physiquement, d'ailleurs vous devez voir des gens, y a des gens qui sont en difficulté, qui sont SDF ou quoi, ils sont très très marqués. Hein. Et ça c'est le poids aussi d'une expérience de vie douloureuse, de souffrance psychique, et souvent, oui, et d'alcool comme anxiolytique pour gérer, pour faire face à tout ça. Donc, mais en tout cas, une relation stable peut fuir pour juste, se protéger parce qu'elle a peur en fait de la stabilité, de fait de trauma. Moi, je me pose vraiment la question de si cette personne elle fuit, c'est quel est son enjeu? C'est quoi l'enjeu pour elle? C'est pas anodin de fuir. Mais non. Mais après, c'est pas forcément ça pour toutes les relations où la personne fuit, je sais pas. Mais moi, en tout cas, ça m'interpellerait, j'aurais envie d'aller creuser sur c'est quoi l'enjeu pour vous d'être dans une relation stable? Apparemment, ceux qui fuient ça, souvent disent que c'est pour se protéger justement de la souffrance qu'ils ont pu endurer auparavant sur la relation précédente. Ouais, donc on retombe sur les traumas. Ouais. Pardon. Il existe aussi des situations où le couple est un objet de résilience suite à des traumas. Hein. Complètement, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, vous voyez, dans mon groupe, là, je vous parle de ça en début d'après-midi, il y avait certaines des femmes qui étaient en couple et qui ont un compagnon absolument adorable et qui est prêt à supporter certaines choses ou parce que lui, il est amoureux et qu'il est dans un amour inconditionnel. Et oui, c'est très résilient. Et donc, elle culpabilise en disant moi, je ne suis pas toujours facile ou quoi, mais il est toujours là. Donc pour elles, ça leur permet, comme on dit nous dans notre jargon, de se refaire un stock d'attachement sécure. Donc elles ont besoin de ça aussi, de se réancrer, de se réenraciner, et lui il sert à ça. Et quand elles seront suffisamment sécures, peut-être ils pourront développer d'autres choses. Donc heureusement, oui, l'amour permet énormément de résilience. Moi, quand j'ai des patients qui sont dans un couple où il y a beaucoup d'amour, j'ai un allié formidable. Hein. Heureusement. J'ai vu des patients, c'est pas très fréquent, mais j'ai vu des addicts
L'amour est très puissant. Pour moi, l'amour, c'est... Alors là, je vais vous parler d'un truc un peu plus spirituel peut-être. C'est un principe organisateur de l'univers. C'est très puissant. Ça devrait être la base de tout, le socle de tout. Mais pas l'amour au sens désir, hein. Enfin, l'amour de ses enfants, l'amour de son chat, l'amour de son voisin. Les Grecs ont bien catégorisé les différentes Oui. sortes d'amour. Il y a la philia. Oui. Et puis il y a Eros. Un bon plat, aimer les choses de la vie ordinaire. Il y a l'éros. La passion. Charnel. Il y a la sturgée, qui est l'amour familial, l'amour de ses proches, l'amitié et les gens qu'on connaît. Et puis il y a l'agapé, qui est l'amour inconditionnel, qui n'attend rien en retour, et une espèce d'amour universel. Il avait déjà bien, les Grecs, il y a 1500 ans, il avait bien catégorisé les 4 types d'attirance, je pourrais dire, qui existent chez... Et alors, il y a le philosophe grec stoïcien, Épictète, qui disait, moi j'aime beaucoup, il disait, ce sur quoi, alors je le reformule à ma sauce, ce sur quoi tu peux agir, agis dessus, et ce sur quoi tu ne peux pas agir, accepte-le. Et dans le couple, ça c'est très puissant aussi, parce que ce sur quoi je peux agir dans le couple, il y a plein de trucs. Il y a ma communication, il y a l'accueil de l'autre, il y a l'écoute de l'autre, il y a les petits cadeaux quotidiens, il y a plein de choses que je peux faire sur lesquelles j'ai la main dans le couple, et il y a des choses sur lesquelles j'ai pas la main. Mon compagnon qui tombe malade, ou qui tombe amoureux de quelqu'un d'autre, et ben ça je n'ai plus qu'à travailler à l'accepter. Parce que c'est là, et finalement, je peux essayer de retisser les choses, mais je ne suis pas à 100%, j'ai pas les cartes en main à 100%. Il y a moi et puis il y a l'autre. Alors, je fais comme je peux, mais à un moment donné, j'accepte aussi que l'autre il prenne des décisions pour lui, même si ce n'est pas forcément les bonnes, ou pas les bonnes pour moi. Bien. La même question, mais du point de vue de la femme, dans ce cas-là, il faut accepter aussi alors. Eh oui. Eh oui, c'est copier-coller pareil. Hein. On n'a pas la main sur Ça. la décision d'autre, il faut forcément accepter. Et c'est ce qu'on appelle, je vais encore ressortir mon truc, mais Clément, tu me tends une perche, le biais de personnalisation. En fait, en termes de, pas de communication, là, en termes de raisonnement, de pensée. Donc on est tout le temps à interpréter la réalité, hein, on a tout le temps des pensées, c'est ce qu'on dit le dialogue intérieur. Et dans ces pensées, il y a un certain type de distorsion cognitive, d'erreurs de raisonnement. Et parmi ces erreurs de raisonnement, il y en a qui sont vraiment classiques. Par exemple, c'est la lecture des pensées d'autrui. Quand je suis en train de me dire « Ah, ils vont pas m'apprécier, ils vont trouver que mon speech est nul, ils vont me trouver mal habillée », en fait, je suis en train d'avoir une interprétation de la réalité sur des trucs qui me font du mal, parce que je vais me stresser toute seule, et en fait, j'ai aucun moyen de vérifier. Je ne sais pas si c'est vrai, et il y a de fortes probabilités pour que ce ne le soit pas. Donc on est avec des pensées qui sont toxiques, hein, qui sont des erreurs de raisonnement, et notamment, ce que tu disais, c'est le biais de personnalisation. Le biais de personnalisation, ça veut dire que moi, je pense que je suis responsable à 100% de la situation. Alors souvent, l'exemple que je prends, c'est mon enfant ne réussit pas à l'école. Si je suis une maman, je vais me dire mais je ne l'ai pas assez aidé, je ne l'ai pas assez accompagné, je n'ai pas pris assez de temps pour faire les devoirs avec lui, je n'ai pas pris assez de temps pour l'expliquer, je ne suis pas une bonne mère. Voilà. Alors le biais de personnalisation fait culpabiliser. Parce que je me crois responsable à 100% de la situation. Mais en fait, il y a moi, ce que j'ai pu faire en tant que maman, le temps que j'ai investi, et puis il y a lui aussi, ses compétences, son envie, sa motivation, et ça, je ne peux pas le gérer à sa place. Et quand une personne décide de nous quitter, si on est dans le biais de personnalisation, on va être dans le si vraiment je me donne les moyens à fond, elle va rester. Il va rester. Si je lui fais des cadeaux, si je la comble de bonheur, d'attention, eh ben ça va marcher. Mais non, parce que je ne suis pas responsable à 100%. Mais surtout pas en mettre à 100%. Voilà. Moi, je peux faire, mais à un moment donné, il va falloir que je fasse le constat que même en faisant tout ça, eh ben peut-être ça ne suffit pas. Donc l'autre, je la laisse assumer ses choix. Mais c'est compliqué, hein, c'est un renoncement. Enfin, quand on est amoureux et que l'autre nous quitte, voilà, je pense que tout le monde ici a vécu ça. Et je sais, hein, c'est pas facile, voilà. On n'a juste pas envie de le vivre. Mais quand c'est là, soit en fait on lutte en se disant oui, c'est pas normal, c'est injuste, c'est dégueulasse, c'est méchant. Voilà. Soit on s'auto-endoctrine dans des trucs négatifs et finalement on continue à se faire du mal. Ou soit à un moment donné, on se dit bon, ok.
et ben peut-être ça remet pas en cause celle que je suis ou ce que j'ai fait dans le couple, et peut-être que je vais accepter la situation parce que de toute façon, quel choix j'ai. Et si je me mets OK avec ça, et ben moi ça va me permettre d'être mieux avec moi. Là, encore une fois, la société, elle joue un rôle important parce que souvent, quand il y a un divorce, les copains, les copines, la famille, enfin toutes les relations, en général, apportent leur petite goutte d'eau pour dire bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou voilà, c'est la faute de machin, toi tu es pour rien. Bon, les gens jugent quoi. Ouais. Ils n'acceptent pas. Et quand on dit bah, on divorce, non, il n'y a pas de souci, mais on divorce, on s'entend plus, bah, les gens ne comprennent pas. Oui, c'est dommage. Voilà, enfin, après, ils ont le droit de ne pas comprendre. Oui, bien sûr. Bon, là, je suis d'accord avec vous. Je suis encore dans Voilà, j'illustre encore le fait que ça, c'est lâché aussi. Ils ont le droit de juger, ils ont le droit de ne pas comprendre. Vous avez le droit de ne pas leur expliquer aussi, ou d'arrêter les frais à leur expliquer quand vous voyez qu'ils comprennent. Enfin, c'est compliqué, hein, évidemment. Hein. Je ne dis pas que ça se fait comme ça. Hein. L'entourage, en plus, fait beaucoup, parce que même si soi-même on décide de changer ou de voir les choses autrement, ça, on est toujours influencé par l'extérieur. Oui. Donc, faut, et souvent, ce que vous dites, ça me fait penser aussi que quand on est dans une situation comme ça de rupture, très souvent, on va activer chez les autres aussi leur propre peur d'être quitté. Donc, en fait, ils vous parlent d'eux. Donc, on pense qu'ils nous parlent de nous, mais en fait, ils vont projeter, on a un écran de projection. Ah, mais tu te rends compte, comment il t'a fait ça, machin et nous, parfois, on se dit, vous voyez, bon, je vais vous citer un exemple perso. Moi, en fait, après 10 ans de couple, voilà, et il m'a laissé, un truc très classique, n'est-ce pas, et je vais prendre un pot avec une copine et j'avais besoin d'en parler. Et puis elle me dit, oh là là, tu te rends compte, hein, t'as perdu 10 ans de ta vie. Merci. C'est un peu ce que je lui ai dit. Elle n'a pas compris. Je lui ai dit, ça m'aide beaucoup ce que tu me dis. Elle m'a regardé les yeux comme ça. Et je me suis dit, c'est pas la bonne copine pour parler de ça, en fait. Mais j'ai compris après coup. Mais sur le coup, quand on est mal, effectivement, on le vit mal parce qu'on attend de l'accueil et on se prend un jugement. Et en fait, elle est en train de me parler d'elle parce qu'elle n'a jamais pu s'engager. Et elle avait qu'une trouille, c'était qu'un jour elle s'engage et qu'un jour le mec il lui fasse la même chose qu'on m'avait fait. Mais ça je l'ai compris après coup. Mais très souvent les gens ils vous plaquent leur peur et en fait ils vont parler d'eux. Hein. Enfin ils parlent de leur peur, de leurs émotions. Aussi, du style moi j'aurais pas pu, ou moi j'aurais pas accepté, ou voilà. Un truc comme ça, alors là je m'en vais direct. Voilà. Les gens parlent pour eux. Voilà, exactement. Mais moi je suis pas toi. C'est la personne. Ouais. Parce que pareil, il y a la sensibilité de chacun. Excusez-moi, mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans vos propos. Alors si on revient au sein du couple avant la rupture... Là, il faut profiter, hein, à fond. Alors quelle est la limite entre l'acceptation et les concessions? Parce que je me dis, ok, on accepte, et puis au bout d'un moment, on se dit... Alors, c'est une bonne question. Hein. C'est pas accepter dans le sens de prendre sur soi. C'est une acceptation inconditionnelle de comment l'autre est. Par contre, ça ne veut pas dire que son comportement, il vous va. C'est bon ou pas? Les concessions, ça veut dire qu'en gros, en analyse transactionnelle, on dit on colle des timbres. C'est-à-dire qu'on va... Les concessions, c'est ça, au bout d'un moment, on ne peut plus. Et l'acceptation, c'est une espèce de fausse concession, enfin, dans la façon dont vous l'exprimez. C'est-à-dire que bon, ok, j'accepte. Mais si c'est ça, j'accepte pas complètement. L'acceptation inconditionnelle, c'est le package. Si je reviens à mon 1, c'est le package de « j'ai choisi cet homme-là ». Enfin, je parle d'homme parce que j'imagine que... Ouais. C'est parce que, voilà, il est beau, il a de beaux yeux, voilà. Il est intelligent. Ouais, mais alors, il range pas ses chaussettes. Et puis alors, il boit des bières avec ses copains. Là, j'existe plus. C'est le package. Donc, l'acceptation, ça va être ça, en fait, l'idée. C'est d'accepter inconditionnellement que j'ai choisi ce modèle-là, et dans ce modèle-là, dans ce logiciel-là, il y a tout ça. Alors après, moi, comment je peux faire pour lui en parler? Si on peut un peu bouger des choses ensemble, si lui est OK pour être attentif à mes besoins, s'il y a des choses que j'ai envie qu'on bouge un petit peu ensemble, et voir l'un et l'autre comment on peut bouger sans rogner son 1. Donc c'est pas accepter sans rien dire et puis se la fermer, c'est pas du tout ça, parce que là, du coup, votre 1, vous le respectez pas du tout. Enfin, vous voyez, quand je vous parle de 1, c'est... Mon package, moi, c'est qu'il y a des choses, ça me violente, quoi. Alors, je sais pas, je vous prends l'exemple d'une dame, son mari, il est tout le temps en train de la critiquer, quoi. Ah, mais toi, tu sais pas faire ça, mais toi... Et bon, elle accepte, parce qu'elle accepte, elle veut la paix des ménages, sauf qu'en fait, elle est complètement démolie, quoi, voilà. C'est pas du tout bienveillant pour elle.
Et bon, après, il n'est pas forcément capable d'entendre, mais en tout cas, si on laisse une situation comme ça s'installer, ça veut dire que l'autre, il est validé dans le fait qu'il a raison de dire ça, puisqu'il n'a pas de feedback. Donc il n'a pas de feedback, il continue. Peut-être même il ne se rend pas compte que c'est violent pour l'autre. Et puis elle, en attendant, elle encaisse, puis elle encaisse de plus en plus. Donc ça, c'est pas de l'acceptation. Accepter, c'est juste se mettre OK avec comment l'autre est, mais il y a des choses, si moi je le vis mal, il faut que j'en parle en disant, écoute, voilà, moi ça c'est super quand t'es comme ça, mais à ces moments-là, moi je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ça tu penses on pourrait changer des choses, est-ce que qu'est-ce qui serait acceptable pour toi de bouger avec ce truc-là pour que moi mes besoins ils soient un peu plus respectés. Donc on est plus dans une négociation. Mais en respectant son 1, ça c'est important. Mais respecter son 1, ça ne veut pas dire non plus, comme j'entends parfois, hein, des gens qui me disent « Ah mais moi de toute façon, hein, je lui dis, hein, moi je suis comme ça, t'acceptes ou tu te barres. Ça c'est... Oui, alors là son 1 il le respecte. Mais pour faire du 1 plus 1 égale 3, moi j'ai des doutes là. Donc je respecte mon 1, mais je suis attentif aux besoins de l'autre, parce que je fais du plus avec l'autre. Et si l'autre, vraiment, ça le fait souffrir que je sois jamais là le soir de la semaine... Alors, je sais pas, imaginons, lundi, je fais badminton, le mardi, je fais squash, mercredi, je fais Scrabble. Et ben, du coup, ma compagne, mon compagnon, je vois 1 heure la semaine, quoi. On peut comprendre qu'en face, peut-être, ce ne soit pas suffisant. Alors, comment on va pouvoir négocier ça ensemble? Est-ce que peut-être tu peux lâcher le Scrabble ou j'en sais rien? Qu'est-ce que tu te sens prêt à lâcher pour passer 2 heures de plus avec moi par semaine? Et on voit comment on peut... Si l'un et l'autre, ça va. Et si ce n'est pas des concessions, justement. Mais en général, quand il y a de l'amour et qu'on comprend que l'autre a besoin de ça, on va avoir envie de le nourrir, sans se renier. Mais si ça ne nous coûte pas et qu'on peut le faire, et que du coup on voit que l'autre, ça lui fait du bien et ça l'ouvre, c'est que du bénéfice, quoi, c'est que de la plus-value. Alors, ça, c'est la même que... Pourquoi les hommes n'arrivent-ils pas à exprimer clairement ce qu'ils ressentent? C'est un peu la même que tout à l'heure, ça. J'ai vu un papier, je ne sais pas, malheureusement c'est un papier. C'est toi qui l'as écrit. Je ne sais pas si c'est... Il faut le couper. Apparemment, il semblerait que les hommes ressentent beaucoup des émotions à l'intérieur d'eux-mêmes et que l'apparence qu'ils donnent ne correspond pas à ce qui se passe au fond de l'être. Les grandes douleurs sont muettes, dit-on, et en fait, ils auraient... Là, il y a deux bouquins qui... Malheureusement, ouais, alors ils nous aident pas, hein, les mecs aussi. Hein. Il faudrait que ça soit traduit en français. C'est The Male Brain and the Female Brain. C'est écrit par une neuroscientifique américaine qui s'appelle Luann Brizendine et qui s'appuie sur des très très grosses bibliographies. Hein. C'est des centaines d'articles scientifiques. Et elle dit que apparemment, il y aurait, oui, quand même. L'homme aurait la capacité à avoir des visions synthétiques globales très rapides et la femme aurait des capacités à exprimer beaucoup plus. Non, tu disais, il a une capacité synthétique, il voit tout de suite... Il a un scan intégré. Oui. Ça, c'est bien documenté, quoi. On voit dans le cerveau. Donc, et la femme, elle, évidemment, elle a des capacités langagières supérieures. Mais il ne faut pas croire que c'est pas parce que l'homme ne parle pas qu'il ne ressent pas. C'est ça qui est difficile. Mais alors, comment qu'on fait, nous? Le fait de le savoir. Moi, je crois que c'est ce qui se trouve là-dedans, qui en fait synthétise des milliers d'études scientifiques, hein. Si ça est connu, si les femmes savaient comment fonctionne un homme, si les hommes savaient comment fonctionne une femme, on arriverait... Parce qu'en fait... En fait, ça c'est mieux que Mars et Vénus, quoi. C'est des données scientifiques. Imagine l'autre comme lui-même. Oui. Tant qu'on n'a pas mis d'études scientifiques derrière ça, on imagine l'autre comme soi. Et du coup, je rebondis sur ce que vous disiez, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'aurais pas dit ça, ou moi, j'aurais pas fait ça. Et quand on est dans le couple, on est beaucoup là-dedans. Si je prends des exemples qui me font marrer, mais que vous devez connaître au quotidien, c'est-à-dire que, je sais pas, on habite une maison à étage, on a fait le linge, et puis on pose la bannette en bas de l'escalier en disant, bon, le prochain qui monte, il verra bien, il montera.
Mais non, en fait, l'homme, il est monotache. J'en vois un qui se marre. C'est-à-dire que l'homme, il monte pour aller chercher un truc, il enjambe la banette, il monte, il redescend. Il dit, bah t'as pas monté la banette. Bah non, je suis pas montée pour ça. Alors, moi, j'ai des femmes qui me disent, mais moi, mais j'aurais vu, il y a une banette au milieu de l'escalier, ben je l'aurais montée. Et oui, mais moi, je suis une femme. Alors, et lui, c'est pareil, il dit, bah oui, mais moi, j'aurais compris tout de suite, j'aurais vu qu'il s'est vexé, j'aurais arrêté, mais elle continue. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes cadres de référence, et si on raisonne avec comment on est, et ça ne fonctionne pas. Et sûrement dans le domaine sexuel, c'est pareil aussi. Non mais nous, en général, on râle parce qu'elle est en plein milieu de la banette et ça nous embête. Merci Antoine. Est-ce que c'est vraiment que les hommes et les femmes fonctionnent différemment ou est-ce que c'est juste une histoire de... Ça m'intéresse parce que c'est une de mes questions. Oui. Ou est-ce que c'est juste une question de personnalité, de... Après, c'est des courbes de Gauss. De fonctionnement personnel, quoi, tout simplement. Là, vous avez la médiane ici. Vous avez la médiane de la courbe de Gauss. C'est quoi la courbe de Gauss? C'est la distribution des caractères. La courbe de Gauss, on prend comme courbe de exemple Gauss. la naissance des enfants. La médiane, je ne sais plus, ça doit être 3,2 kg. Et puis on a des... Vous allez avoir, mettons, 80% qui vont se trouver entre 2,8 kg et 3,4 kg. Et puis vous allez avoir des enfants qui laissent avec vous allez avoir 5% à 1,8 kg et 5% au-dessus de je ne sais plus, 4,2 kg. Donc la médiane, la plupart des gens répondent à la description qui se trouve ici, mais en sachant qu'il existe tout un tas d'exceptions. Et par contre, lire ça, bien s'en imprégner, c'est vraiment formidable, parce que c'est le mode d'emploi. En fait, c'est le mode d'emploi de la femme pour l'homme, et c'est le mode d'emploi de l'homme pour la femme. Mais il y a les perturbateurs endocriniens. Alors, le problème, tout de suite, en même temps, vous avez le mode d'emploi, mais après, est-ce que... Après, il y a plus de plaisir, en fait. Voilà, c'est ça, bio. Après, il y a plus de plaisir. Aujourd'hui, je fais la de la bio sans il n'y a pas de temps. Il y a tout un tas d'obstacles qui se lèvent d'eux-mêmes avec ça. Ce qui paraît logique, puisqu'on est complémentaires. Enfin, déjà, physiologiquement, on n'est pas foutu pareil, parce que le seul but de la vie, c'est la reproduction. C'est de perpétuer l'espèce. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, on puisse s'accoupler pour perpétuer l'espèce. Et ça semble logique aussi qu'au niveau de notre organe du cerveau, on soit différent, on soit complémentaire. On n'est pas équipés pareil. S'il n'y avait que des hommes ou que des femmes sur Terre, Ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'on est équipé, ce qui nous différencie des primates, c'est qu'on a un attachement. Vous savez bien que les bandes de singes, ils copulent dans tous les sens. Il n'y a pas de monogamie. La monogamie qui existe chez nous, par l'attachement entre l'homme et la femme, fait que le petit sera nous. Parce que nous, on a une néoténie. Ce qu'on appelle une néoténie, c'est un développement embryonnaire en dehors de l'utérus extrêmement long. On a un développement. On considère que le cerveau est embryonnaire jusqu'à 25 ans, en fait, d'une certaine manière. Donc, il faut que le cerveau ait suffisamment de nourriture, parce qu'il consomme énormément d'énergie. Le cerveau, il fait 2% du poids du corps, mais il fait 20% de la consommation d'énergie. Et puis quand il se développe, il en consomme. Et il faut qu'il y ait suffisamment de calories, que la mère ait suffisamment de calories pendant toute la période de l'allaitement. Je vous rappelle que l'allaitement à l'état basal dans la nature, c'est très très long. Donc quand elle s'occupe des petits, elle ne peut pas en plus aller chercher à manger. Et donc, pendant toute une période. Et donc le père revienne auprès de la mère pour apporter à manger, pour que la néoténie puisse se faire. Il y a un sous-produit de tout ça, c'est que ça permet des transmissions culturelles longues. Ça permet de transmettre tout un tas de savoir-faire, de savoir-être, par le fait que se fonde une famille stable qui va permettre. Alors c'est un accès. Après, je peux pas vous. C'est l'histoire. On rentre dans l'histoire, dans l'Antiquité et l'histoire. Ce que je vous raconte, c'est en train de se faire sous nos yeux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on prend conscience de tout ça maintenant. Jusqu'à maintenant, on l'avait fait sans le savoir. Maintenant, on commence à comprendre notre mécanique. L'homme est en train d'écrire son mode d'emploi. Et ça, c'est vraiment fascinant et c'est une source d'espoir énorme pour les années à venir. Il faut juste se baisser pour regarder un peu ce qui se passe dans la science. C'est pas compliqué. En plus, ça va bien parce que
Quand on a tous un cerveau, quand on vous en parle, ça vous parle. Quoique, je voyais qu'il y avait des gens qui avaient le cerveau rempli d'eau, de liquide amniotique, et qui s'en étaient pas aperçus, et qu'il n'y avait pas d'altération des fonctions cérébrales, des fonctions cognitives supérieures. Ah, c'est impressionnant. Ça, c'est un des gros problèmes des médias actuels, c'est que ce qu'ils ont oublié de te dire à propos de ce cas, c'est que d'abord il s'est constitué très lentement, donc il y a effectivement des mécanismes d'adaptation très faciles. Ouais. Et surtout, c'est qu'il y a un QI à 70. Et que si tout le monde était comme ça, on ne ferait pas grand-chose. Donc la plasticité neuronale, tout est toujours possible. Enfin, avec un QI à 70, tu ne fais pas grand-chose. Oui, non, enfin, je veux dire... Oui, mais c'est explosé, ça. Oui. S'il était tout seul dans la nature avec son QI à 70... Ah ben tiens, j'ai lu ça dans le petit magazine sur le cerveau, là, de la recherche que tu m'as conseillé. Alors, il nous reste un quart d'heure. Je veux que personne soit frustré. J'ai pas eu le temps de lire tous les post-it. Est-ce que vous avez d'autres questions là que vous voudriez absolument aborder dans le temps qui nous reste? Pardon, non, vas-y. J'avais une question moi mais c'est plus sur le couple. Du coup, c'est plutôt sur l'amitié homme-femme. Je me demandais si la mixité en amitié était possible. Non, parce que je viens d'apprendre qu'il y en a certains qui s'étaient rencontrés étant meilleurs amis. C'est pour ça que j'avais un regard. Est-ce que c'est possible? C'est compliqué comme question. J'en connais pour qui non, mais si la réponse est clairement non. Mais c'est possible du moment où, ce que disait Éléonore au départ, c'est de s'accepter avec ses différences et que 1 plus 1 est égal à 3. Ça veut dire que on n'est pas en couple pour se faire plaisir, on est en couple pour fabriquer quelque chose et prendre plaisir à le fabriquer. Oui, c'est une amitié, c'est-à-dire est-ce qu'il y a non, mais là c'est passé à l'amour. Comment? On est passé à l'amour. Non, la question était sur l'amitié. La réponse, c'est moi, est-ce que c'était pour lui, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Bah, disons que, enfin, l'amitié homme-femme est possible. Après, il y a des amitiés plus complices, sûrement plus profondes, qui sont déjà de l'amour universel et qui vont peut-être évoluer vers de l'intimité sexuelle. Mais ça ne veut pas dire que, parce qu'on a forcément un ami de sexe opposé, que ça va se terminer comme ça. Oui. Alors après, on entend souvent que dans les relations homme-femme, il y a à un moment donné, au moins l'un des deux, ambiguïté sur une attirance de départ en fait. Bah voilà. C'est pour ça que je disais c'est difficile à répondre parce que... Mais alors, oui. S'il n'y a pas d'attirance physique. Et ça peut aussi se transformer en lien du coup amical. Enfin, cette attirance, elle peut aussi mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il n'y ait pas d'attirance physique. Oui. Ce qu'il faut le bordel, c'est l'attirance physique. Donc soyez moche et comme ça. Mais qu'on soit clair. C'est pas aussi l'attirance physique qu'on va systématiquement être avec la personne. Enfin, même dans une soirée, on peut avoir une attirance physique pour quelqu'un qui est fort. Oui, mais c'est vrai que s'il y a de l'amitié en plus, s'il y a une belle amitié et qu'en plus il y a l'attirance physique, ça va être compliqué de résister. C'est difficile, mais je pense que moi c'est jouable. Enfin, moi je pense que c'est jouable quand même de rester amis. Avec une attirance physique. Mais souvent de ce qu'on voit, c'est que ceux qui démarrent... Moi je bosse qu'avec des femmes parce que j'aime les femmes et que j'aime travailler avec les femmes parce que dans mon mode de fonctionnement, ça me permet d'avancer. Parce que je sais que par rapport avec les hommes, on est en concurrence. Et ça ne m'intéresse pas. Donc je travaille beaucoup avec les femmes. Je suis attiré par les femmes, physiquement, intellectuellement, de projet. Mais c'est pas parce que vous êtes attiré par quelqu'un intéressant ou visuellement que vous êtes obligé de lui proposer la main. Enfin, c'est-à-dire que surtout que quand vous vivez avec une personne où vous êtes en adéquation et que vous avez fabriqué des choses, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que vous avez à la maison. Ou alors, c'est une maladie. Enfin, pour moi, c'est une maladie. Là, on parlait de l'amitié. Moi, en fait, pour résumer, moi, à chaque fois qu'il y a des choses comme ça où on ne sait pas très bien, effectivement, il peut y avoir plein de choses différentes, je reviens toujours au bon sens. Et il faut revenir à soi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de quoi là-dedans? Comment je me sens? Où je m'autorise à aller? Qu'est-ce que je m'autorise à tester? J'ai envie de quoi par rapport à cette personne? Donc toujours en revenir à soi. On est une société aussi où on ne prend pas le temps suffisamment de se poser des bonnes questions pour soi. On va être beaucoup dans l'observation de l'autre, on va être dans des attentes, on va être...
voilà, dans le non-dit ou dans il faut, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et parfois, on zappe le fait de prendre du temps pour se recueillir et se dire, ok, là, j'en suis où, là? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Est-ce que j'ai des envies qui sortent un peu du cadre amical? Est-ce que je peux m'autoriser à lui en parler? Donc moi, je reviens vraiment à du bon sens et à une connexion à soi. Et si vous êtes authentique avec vous, si vous êtes en vérité avec vous, normalement, vous serez au bon endroit. Parce qu'il n'y a pas d'absolu, en fait. La communication avec l'autre, c'est comme en couple. Si dès le départ, au départ de l'amitié, c'est clair, c'est énoncé clairement, il va laisser statuer. Même si à un moment donné, il y en a un qui peut avoir une faille, puis est tenté ou proposer quelque chose, l'autre va venir bon, et puis il n'y aura pas de cassure dans l'amitié, parce que voilà, on en revient aux bases, au contrat de départ, quoi. Et donc c'est tout à fait toléré, accepté. Complètement. Dans ce cas-là, est-ce que l'amitié n'est pas faussée? Est-ce qu'elle n'est pas intéressée? Non, je pense pas. Si on sait que l'autre a une attirance, non, il aurait envie que ça se passe. Alors ensuite, je dirais après, vous pouvez mettre ça à l'épreuve du temps aussi. C'est-à-dire que si vous avez l'impression qu'il fait croire d'être ami parce qu'il attend autre chose, vous pouvez vous donner le temps de voir comment ça évolue, et en général, ça se révèle. Soit effectivement, il cachait son truc, peut-être pour pas vous effrayer, mais on le voit après. Dans ce cas-là, l'amitié n'est plus possible. Si vous n'êtes pas là dans ce deal-là, effectivement, ce sera plus possible. On va peut-être passer à d'autres. Et alors, j'ai une question sur le machisme, qui est quand même quelque chose de compliqué dans un couple et qui peut amener souvent à l'explosion. Moi, j'ai un peu le sentiment que le comportement de certaines mamans entretient par un gamin de 5 ans. Je rigole parce qu'à chaque fois tu reviens sur la même question. La dernière fois, c'était... Quand on se comporte avec, la façon dont une maman se comporte avec son fils, c'est des usines à se faire macho, là. Il se passera. Là, je dirais c'est un peu un préjugé quand même. Hein. Non, c'est une question. Oui, mais ta question, c'est fermé, c'est oui ou non. Non, Est-ce que la façon dont certaines mamans se comportent avec leur fils, c'est pas une usine à créer des machos? Ouais, c'est ça la question. Comment c'est posé? C'est pas oui. Voilà, c'est ça. Comment c'est posé, faut dire oui. C'est un argument, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'il y a des millions de mamans différentes qui éduquent d'une million de façons différentes leurs enfants. On entend par macho aussi au départ. Ouais, c'est ça. Un enfant à qui la maman fait tout, le serre constamment, un garçon, quand on le serre constamment, mais qu'est-ce qu'il va attendre en couple? Il va attendre d'être servi des fois. Oui, en fait, ça, si je peux utiliser le terme conditionnement, comment on conditionne notre enfant? Oui, peut-être, mais ça dépend aussi du tempérament de l'enfant. C'est-à-dire peut-être une maman qui va trop couver ou trop protéger son enfant, ça en fera un enfant roi, et du coup ça en fera un homme roi dans le couple qui attendra que sa compagne ait les mêmes attentions pour elle que sa maman a eu. Mais après, si on a finalement un enfant qui a un tempérament très indépendant, ou il va se développer complètement différemment. Il va peut-être garder une belle relation à sa mère en se disant mais j'ai beaucoup de chance d'avoir une maman comme ça, mais en fait il va être très respectueux de sa femme. Donc c'est parce qu'il y a la période chez les parents. Bon, maintenant, il y a de plus en plus quand même qui suivent leurs études, qui quittent le domicile familial durant leurs études, puis qui expérimentent d'autres choses aussi, qui commencent déjà à voler de leurs propres ailes et qui se réfléchissent à leur copie. Après, ça peut être aussi l'inverse aussi avec le papa et la fille, qui lui cèdent tout, et après, voilà, ça peut J'ai une amie qui sort d'un milieu très bourgeois parisien, ses parents lui ont rien appris à faire, donc elle ne tient pas la maison. Incapable, parce qu'elle n'a pas appris, elle a toujours été servie. C'est un exemple de fille. À l'incontrario, les garçons à qui on a appris à faire la cuisine, à qui on a appris, il y en a énormément je crois qu'on sous-estime la puissance des apprentissages pour ces questions. Enfin, bon, pour... allez-y. Je veux dire qu'une femme, vous dites ça, qui ne sait pas faire à manger ou tenir une maison, quelqu'un qui se rapproche d'elle, il ne l'aime pas forcément pour ça, quoi. C'est pas parce qu'elle tient une maison qu'il va l'aimer plus. C'est mieux. Enfin, c'est un peu pas bien de dire ça, quoi. Ça facilite les choses. Non, ça peut être oui. Après, je pense que c'est un constat. C'est vrai que
Enfin, c'était pour rebondir sur ce que tu disais aussi, c'est-à-dire qu'une maman qui fait trop pour son fils, ben, il ne va pas forcément savoir faire. Enfin, si lui ne développe pas des choses, il ne saura pas. Et c'est pareil, si on prend le cas d'une fille qui a été effectivement avec du personnel de maison, elle ne saura pas forcément faire. C'est juste un constat. Elle va trouver un prince charmant qui va lui... Elle peut tout à fait trouver quelqu'un qui convient et qui est... Après, un couple va se construire voilà. sur ça, comme on disait tout à l'heure, c'est 1+1 avec le petit 0,5 oui. que chacun tire de l'autre. Il n'y a pas d'absolu. Là, ici, il y a autant de personnes et d'attentes différentes et de personnalités différentes. C'est pour ça aussi que c'est tellement compliqué, le 1+1 égale 3. Parce qu'on n'est que 2, mais n'empêche que, on a plein de points communs, mais aussi, on a aussi plein de points de désaccord. Et en plus, on n'a pas le même cerveau, on n'a pas la même physiologie. Donc, c'est pas simple. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'huile. Et de l'huile. Dans la communication. Dans la bienveillance, l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Sans accepter tout ce qui nous fait vivre. Hein. On offre des dîners aux petites filles et puis des voitures et des marteaux aux garçons. Donc déjà... Ça change, Moi, j'avais des robots, des petites voitures. Bon, le mot de la fin. J'avais une dernière question. Les relations passionnelles. Ah, alors là, on démarre ça à 5 minutes de la fin. La passion, l'éros. Alors, je vais essayer de faire simple. La passion, pour moi, c'est 2 schémas qui se reconnaissent. Quand c'est comme si le cerveau il détectait qu'il y avait un truc et l'autre, il y a un truc qui se passe. Et ça, c'est de la passion. Votre cerveau ne vous appartient plus, quoi. Vous êtes en prise à des schémas. Vous êtes en train de rejouer des schémas. Si, par exemple, la dernière fois, j'étais sur les pervers narcissiques, si vous avez un schéma d'abandon et que vous rencontrez, vous sentez que lui, il n'est pas capable de vous aimer ou il n'est pas capable de s'investir, eh bien, on va rejouer notre truc. Eh bien, c'est celui-là qu'on veut. C'est celui-là qu'il faut qu'on séduise. C'est celui-là qu'il faut qu'il tombe dans nos filets. Et du coup, on va avoir l'impression de vivre une passion, mais en fait, juste notre schéma a été réactivé. Donc souvent, enfin moi je dis souvent aux gens, méfiez-vous parce que la passion c'est des schémas qui se reconnaissent. Mais du coup, on va rejouer les trucs qui nous ont fait souffrir et ça ne sera jamais apaisant. Ce sera toujours destructeur. Non, j'ai pris cet exemple-là pour rebondir sur ce que je disais la dernière fois, mais ça peut être d'autres choses. Hein. Ça peut être le schéma de fusion. Enfin, des schémas, il y en a plusieurs. Si je suis en schéma de fusion et que je sens que l'autre, il est là-dedans aussi, paf, j'ai jumpé là-dedans. Mais c'est irrationnel. C'est inconscient, pour reprendre certains termes de la dernière fois. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on est là-dedans. Mais c'est un peu comme une drogue. C'est-à-dire qu'on est shooté, il faut qu'on le voit, il faut qu'on passe du temps avec, on pense à cette personne tout le temps. Et là, quand on est aux prises avec comportement de dépendance presque, hein, c'est-à-dire que notre cerveau n'est plus raisonnable, et ben ça, souvent, c'est qu'on a activé des schémas. Donc il vaut mieux commencer à la rigueur par de l'amitié ou de prendre le temps de connaître la personne, de prendre le temps d'être dans le lien, d'être dans la relation, pour poser des choses, pour construire, pour voir si finalement on est bien avec l'autre, si on se sent accueilli, si on n'est pas en train de jouer des choses, si on se sent respecté. Et puis s'il n'y a pas ce manque, mais ce manque viscéral, la passion c'est viscéral. Quand on est avec l'autre et qu'il y a un amour doux, on a juste envie de passer du temps avec l'autre, on est bien quand on est avec lui. Mais on n'est pas forcément dans un manque viscéral quand on est éloigné. On sait qu'on va le voir, enfin on est dans la confiance en fait, quelque part. Et ça c'est plus proche de l'amour. Après il y a des gens qui vous disent au début c'était de la passion et puis ça s'est fini en amour. Ça peut arriver, hein. Mais moi de ce que je vois c'est plutôt des passions destructrices. Ouais. Mais on a tous envie de vivre la grande passion. Hein. Surtout quand on est une fille. Ah. Ça se voit dans le cerveau. Puis en plus les magazines, c'est vrai que dans nos sociétés on nous vend beaucoup ça. Hein. On doit être passionné, on doit tout le temps avoir envie de faire l'amour à son chéri, après 20 ans de vie commune, à dormir toutes les nuits en pilou avec lui, il faut encore qu'on ait envie de machin. Donc on est complètement endoctriné par les magazines féminins où on nous fait croire que la norme c'est ça. Et du coup c'est pas ça. Non, la norme c'est quelque chose d'apaisé, de serein, c'est de la co-construction. Ça va être plus un espèce d'apaisement psychique que d'avoir tout le temps envie de se sauter dessus, quoi. Enfin, ça, c'est surtout au début, pour créer l'attachement. Et puis après, ça se modifie un peu. Il n'y a pas de norme, chaque couple a ça. Il n'y a pas de norme. Hein.
J'ai un collègue qui est psychiatre spécialisé justement en sexothérapie, thérapie de couple. Et il disait, un couple qui vient me voir, et puis il me dit, mais docteur, c'est terrible, on ne fait plus l'amour. Il me dit, vous faites l'amour combien de fois par semaine ou par mois? On fait tous les jours. Alors, il dit, oui, non, mais avant, on faisait 10 fois par jour. Hein. On travaille ensemble, on est commerçants, puis dans l'arrière-boutique, hop, comme ça, dès qu'il n'y avait pas de clients, il dit, voilà, il ne me désire plus. Il me fait l'amour qu'une fois par jour. Donc, c'est un couple qui avait une 50aine d'années. Donc effectivement, la norme, là, ça montre qu'il n'y a pas de norme. Il y a des couples qui vont avoir envie tout le temps, il y a des couples qui vont faire une fois par mois, il y a des couples qui vont pratiquement jamais faire l'amour, voilà, il y a des couples chastes. Et donc, mais c'est vrai, moi, je trouve quand même que les médias, ils nous endoctrinent beaucoup dans il faut faire l'amour, il faut maintenir la libido dans le couple, c'est ça qui maintient le couple. Eh ben, c'est pas forcément vrai. Je pense qu'on peut plus même se retrouver sans libido. Plus construire de choses quand il n'y a pas de libido. Enfin, un peu... Oui, parce que quelque part, ça parasite un petit peu... Ouais, non, ça parasite un peu la relation. D'ailleurs, il y a un autre avec qui on a tout le temps du désir, mais finalement, ça ne nous permet pas de voir la relation. Parce que dès qu'on est avec l'autre, on a envie d'échanges charnels, et ça parasite beaucoup notre raisonnement. Et parfois, je sais pas, si on passe une soirée, on n'a rien à se dire. On se dit, c'est dingue, parce qu'en fait, cette personne-là, je la désire tout le temps, puis on va au resto, on n'a rien à se dire. Bon, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir à ces échanges. Et pour la prochaine date, alors normalement, elle est prévue. Vous la connaissez, non ? C'est pas le premier samedi du mois, alors moi, je peux pas à chaque coup. C'était la demande que m'avait faite, mais moi, je suis en formation normalement le mois prochain. Si, c'est le samedi 7 mai, je l'ai noté. Et j'ai noté 18h, moi. Bon, il faudra repréciser. Qu'est-ce que vous voulez comme thème ? C'est toujours ici.